Donc mon invité s'échappe, ça commence bien. Alors on était censé avoir deux intervenants. Au final, notre second intervenant, le fondateur de Caron Mob France, n'a pas pu venir aujourd'hui à cause d'un empêchement de dernière minute. Mais heureusement, il y a une équipe à Grenoble qui va quand même pouvoir témoigner et nous parler des actions de Caron Mob. Mais avant tout, un autre intervenant qui est là ce soir et qui s'appelle Vincent et qui est le fondateur de l'entreprise Goodid. Donc je vais commencer par laisser la parole à Vincent pour nous expliquer en quoi consiste son entreprise et un petit peu son parcours rapidement. Bon, déjà, merci de m'avoir invité, hein, c'est cool. Déjà, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent Goodid par hasard? Ah, cool, bah merci en tout cas. C'est-à-dire qu'on a bien, on a bien marketé le truc. Alors, Goodid, déjà, je vais expliquer le principe. Alors, c'est un site internet qui vous permet de faire des dons gratuitement. Alors, c'est très simple. Vous allez sur le site, vous choisissez un don qui peut être un vaccin, un arbre ou bien un vaccin, un arbre ou bien un repas. Et ensuite, vous allez regarder une publicité, donc un spot publicitaire, et l'argent que génère la pub finance votre don. Donc en gros, c'est un don qui est gratuit pour vous. Vous n'avez pas besoin de dépenser un seul centime pour financer le don. C'est l'annonceur publicitaire qui va le payer. Donc en gros, on utilise des revenus publicitaires pour les transformer en budget humanitaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'attaque à un budget publicitaire mondial de 500 milliards de dollars, qui a aujourd'hui que pour l'objectif de vous faire consommer. Donc c'est vraiment un petit peu l'entité shaitan du capitalisme. Et on essaie d'en faire quelque chose de bien, quelque chose de positif. Donc on utilise une faille du capitalisme pour en faire quelque chose de bien et le transformer en vaccin, en repas, en armes, etc. Donc aujourd'hui, sur le site internet qui est lancé juste en France, et il y a presque un an maintenant, il y a eu plus de 600 000 dons. Parce qu'en fait, la plateforme qui a réuni le plus de donations en ligne, en France en tout cas. Donc voilà, il y a eu plus de 600 000 dons réalisés en à peine un an. Il y a eu plus de 60 000 utilisateurs juste en France. Donc on a fait un petit buzz en mars dernier parce que le principe plaît énormément. Enfin, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais voilà. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on est une petite équipe à Paris. Et maintenant, notre objectif, c'est de répliquer le concept à l'échelle internationale, de lancer un site internet qui permette à un Chinois, un Australien, un Américain et un Français de se réunir autour d'un projet humanitaire, social, éducatif ou, voilà, ou environnemental, et de le financer grâce à la publicité. Voilà. C'est à peu près tout. Je sais pas si Merci. J'espère que tout le monde a bien compris, mais a priori c'est à peu près simple, donc ça devrait aller. Du coup, moi j'avais principalement des questions dans un premier temps sur un peu ta démarche en tant qu'entrepreneur, parce que tu es assez jeune comme aussi beaucoup de gens dans la salle, et pourtant tu es déjà chef d'entreprise en quelque sorte. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait motivé à monter ce projet? Est-ce que c'était plus l'idée d'entreprendre, de créer de la valeur, ou au contraire, c'était plus du côté de répondre à une problématique sociale, ta priorité dans ce projet? Alors du coup, juste pour revenir, j'ai fait une prépa du coup, où je voulais faire comme vous, une école de commerce après. Et puis finalement, au bout de 6 mois, donc j'avais déjà eu cette idée il y a très longtemps, 2 ans avant de l'avoir lancée en fait. J'ai mis pas mal de temps à me décider à réaliser le truc. Du coup, au bout de 6 mois en prépa, donc la prépa c'est quand même un truc assez dur, hein, enfin, parce que vous êtes passé par là, donc du coup, j'étais un peu en gros bad. Du coup, je me suis dit, je peux faire autre chose. Il y a quelque chose dans lequel je peux faire quelque chose de bien. Je peux essayer d'aider le monde. J'y arriverai certainement mieux que la prépa. Donc autant essayer de me lancer. Je me suis lancé et en effet, il n'y aurait pas eu ce côté social. Je me serais pas lancé, j'aurais pas arrêté mes études. Mais c'est vrai que c'est avant tout, et ça, je l'avoue, c'est avant tout le côté entrepreneurial qui m'a vraiment, permis de m'impliquer dans le truc, parce que j'ai toujours été un peu tourné vers l'entrepreneuriat, partir d'une idée, créer le truc, c'est cool, quoi. Enfin, c'est vraiment une belle aventure. Et ensuite, c'est le côté social qui m'a vraiment attiré, et voilà, le côté solidaire et l'impact humanitaire qu'il y avait derrière. Ok. Mais du coup, tu disais, c'est partir d'une idée, etc. Mais justement, comment tu as fait pour passer de cette idée à ce projet? Parce que l'idée est surprenante par sa simplicité. Comme tu disais, c'était convertir le budget publicitaire en un budget humanitaire. Mais la mise en place de cette idée-là, je pense qu'elle paraît au final beaucoup plus compliquée que l'idée. Ouais, alors en fait c'est tout simple. Je pensais aussi avant de l'avoir lancé, du coup je me disais ouais c'est une idée qui est hyper simple, du coup ça va être simple à faire. Et puis en fait ouais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça je m'en suis rendu compte qu'après en fait. Donc du coup j'ai lancé le site, et ça a fait un gros buzz, donc il y a eu beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Du coup j'avais pas encore arrêté mes études à cette époque. Et c'est une fois que j'ai fait le buzz que j'ai décidé d'arrêter mes études. Donc c'était un peu un... ouais, enfin
c'était un petit pari en fait. J'ai pas pris tant de risques que ça en réalité au début. En tout cas, maintenant oui, il y a un peu plus de risques. Mais voilà. Donc du coup, ensuite j'ai créé le truc et j'ai participé à un concours, donc un peu comme le concours Kiwi avant, ce qui s'appelait le concours 100 jours pour entreprendre, qui m'a permis de gagner voilà, 5000 euros aussi. Il y avait une boîte avec des conseils d'avocats, etc. J'ai rencontré des gens. J'ai eu la chance de rencontrer le cofondateur de Dailymotion qui a trouvé que c'était une bonne idée. Du coup, il est devenu une sorte de mentor. Aujourd'hui, je travaille toujours avec lui à peu près toutes les semaines. Donc voilà, il m'a beaucoup accompagné dans ça. Et puis j'ai rencontré le CTO, donc Michel Luxac, qui m'a aidé sur toute la partie développement. Thomas et Tristan, qui eux sont designers, développeurs. Et puis petit à petit, il y a plein de gens qui vous rejoignent. Il y a plein de gens qui commencent à croire dans votre projet. Donc vous êtes vraiment emballés et tout. Et puis au final, vous vous automotivez. Et puis vous arrivez à bouger des montagnes. Et voilà. Quelle poésie. Ouais, non, pas, mais... Alors, du coup, en fait, si j'ai bien compris, c'est plus des opportunités et des rencontres qui ont fait que tu as passé le pas et depuis cette idée-là, au final, tu as arrêté tes études et tu es devenu vraiment entrepreneur, même si tu avais une fibre entrepreneuriale auparavant. Mais on parle souvent, par exemple, de la solitude de l'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, au final, même s'il est entouré, il est quand même un peu seul face à ses responsabilités. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti, notamment peut-être par rapport aux gens de la même classe d'âge que toi, ou tes camarades de prépa qui étaient restés en prépa et qui n'avaient pas du tout le même quotidien que toi, malgré le fait que tu sois entouré, est-ce que c'est un sentiment que tu as ressenti ? T'en parles mieux que moi parce que c'est vrai que pour le coup c'est vrai que quand tu continues le cursus scolaire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu es en école, tu es dans un milieu où tu as des étudiants, tu as tes amis qui font tous la même chose que toi, tu suis quelque chose, et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que finalement vous vivez exactement la même chose, et là c'est vrai que c'est plus difficile à vivre, mais c'est vrai que quand vous avez une bonne nouvelle qui arrive, quand vous avez réussi à motiver votre équipe, voilà, que vous avez réussi à sortir une nouvelle fonctionnalité sur le site, que vous atteignez un nouveau plafond des dons, vous savez que vous avez... là, il y a une dernière newsletter du Programme alimentaire mondial, donc il y a une des associations avec lesquelles on travaille, qui stipulait le fait... Ils annonçaient le fait on avait financé les repas de 18 000 enfants kényans pendant un mois. Donc c'est quand même des trucs qui sont assez énormes. Donc du coup, c'est hyper motivant et c'est parfois plus motivant. Enfin, chacun son truc, mais moi, ça me motivait plus qu'avoir 5 sur 20, un DS de maths ou un truc comme ça, quoi. Donc, voilà. Vraiment ? Ouais, vraiment. Ok. Quoique, quand j'avais 6, j'étais quand même très content. Mais... D'accord, merci pour ta réponse. Et du coup, au final, si tu étais quand même bien entouré et c'était des petites nouvelles comme ça qui réussissaient à te motiver, on a l'impression que quand même, tu as quand même une certaine manière de voir les choses assez professionnelle. Tu disais tout à l'heure que tu avais bien marqué tes goodies parce qu'il y avait des gens dans la salle qui connaissaient. Du coup, moi, je m'intéresse aussi à l'organisation, la structure de ton organisation. Et est-ce que, par exemple, les parties prenantes de Goodit, donc les associations auxquelles tu donnes ou simplement les donateurs en ligne, est-ce que pour toi, tu les conçois comme entreprise sociale, comme simplement des consommateurs de ton service ou des clients, ou au contraire, pour toi, c'est vraiment des parties prenantes ? Est-ce que tu as l'impression d'entreprendre avec eux ou d'avoir une simple relation contractuelle ? En fait, ça dépend parce que Goodid réunit... Ouais. Ma question était un peu compliquée, je sais non, pas si ça... je vais essayer de répondre. Ouais, tu veux la reposer ou je peux Non, je vois à peu près. Ouais. En fait, c'est vrai qu'on s'adresse à plusieurs acteurs. Tu vois. Donc en gros, il y a les associations. Elles, on n'a pas l'impression de travailler. C'est pas qu'un contrat, quoi. C'est en gros, on travaille. Enfin, en tout cas, c'est l'idée qu'on se fait, c'est qu'on essaie de travailler pour elles plutôt qu'avec elles, ou en tout cas qu'elles travaillent pour nous. Ça, c'est évident. Donc en fait, c'est plus nous. Ce qu'on essaie de faire pour les associations, c'est de leur faciliter leurs moyens de collecte. Parce qu'aujourd'hui, une association pour collecter, elle va dépenser des millions, elle va dépenser une partie de son budget qu'elle récolte pour aller balancer des gens dans la rue ou alors envoyer des courriers, etc. Donc nous, on supprime ces frais de collecte et on permet justement de leur donner de l'argent de manière gratuite finalement. Elles n'ont pas payé pour collecter cet argent qui leur revient. Donc là-dessus, on a l'impression de travailler pour elles. En tout cas, c'est l'objectif de Goodid. Pour les utilisateurs, on a l'impression aussi de travailler pour eux. Parce que ça peut paraître un peu débile, mais finalement, on voit aussi le côté social de Goodid dans le sens où on permet à des gens qui ne pouvaient pas faire de dons avant, puisqu'ils n'avaient pas forcément les moyens financiers de le faire, de faire des dons. Donc du coup, il y a un premier impact social comme ça, où là, on permet de démocratiser un service finalement. Et à côté de ça, on travaille avec des publicitaires qui, eux, vont payer Goodid pour diffuser leur publicité. Là, on peut dire qu'on travaille pour eux, mais ce serait que du marketing aussi. Mais voilà. Enfin, ouais.
Ok, et du coup, par rapport aux publicitaires, est-ce que toi, c'est un argument que tu peux mettre en avant, puisque le public de ta plateforme n'est pas forcément le même public que des personnes qui regardent des séries le soir sur n'importe quel site de streaming. Du coup, est-ce que c'est un réel argument, un avantage concurrentiel d'avoir un public qui est avisé, qui a une conscience particulière pour les publicitaires? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils recherchent? Bah, en fait, le public qui vient sur Goodit, justement, c'est plutôt des gens qui sont parfois réticents à la publicité, donc parfois qui, enfin, vous avez tous subi la pub, ce qu'on appelle un pré-roll sur YouTube, donc vous tapez une publicité avant d'avoir accès à votre contenu vidéo. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent AdBlock. Donc AdBlock, pour ceux qui ne l'utilisaient pas encore, c'est un système, enfin c'est un outil qui vous permet de bloquer toutes les publicités sur votre navigateur. C'est fabuleux. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui utilisaient ce système, donc finalement, qui n'ont pas ils n'ont pas de visibilité sur les publicités. Donc du coup, ça permet aux publicitaires d'accéder à une audience qu'ils ne pouvaient pas atteindre avant, et en même temps une audience qui va regarder la publicité avec un autre œil que sur les autres, sur la télé ou autre part, parce que finalement, c'est la publicité ils utilisent un peu la publicité. Ils ont l'impression justement de se servir de la publicité pour financer des dons, et non plus que c'est la publicité qui vient les emmerder pendant sur YouTube ou pendant leur émission préférée à la télé. Mais on peut quand même utiliser Goodit si on a AdBlock? Avant, oui, vous pouviez, et puis là, je ne sais même pas pourquoi en réalité, mais on peut plus. Mais non, maintenant, il faut que vous désactiviez. Mais maintenant, il y a un super truc sur AdBlock, c'est que vous pouvez désactiver AdBlock juste sur un site et le laisser pour les autres. Voilà. Bon, bah, parfait. Du coup, Ouais. problème résolu. Non, en fait, je fais leur promo en même temps. Et du coup, donc, tu parlais aussi juste dans ta réponse à la question, tu parlais du fait qu'il y avait un double impact, parce qu'il y avait un impact au niveau du don qui était fait, qui était généré par la publicité, mais au niveau de l'accès au don. Mais comment tu te situes par rapport à tes potentiels concurrents, par exemple? Imagine qu'il y a un autre site qui a un système similaire, qui permette aussi à des personnes de faire des dons de manière gratuite. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de positif dans la mesure où ton but en tant qu'entreprise sociale, c'est d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement? Donc, un site concurrent qui a un impact positif, au final, ça double l'impact. Ou est-ce qu'au contraire, ça diminue ton audience, donc du coup, potentiellement, ça diminue aussi l'impact que peut avoir ton site? Clairement, ça dépend de comment ils font et ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on essaye en tout cas de respecter des valeurs que j'ai essayé d'inculper à Goodit au début. Si jamais eux le font moins bien ou le font mal ou alors donnent moins de transparence ou je ne sais quoi, c'est vrai que je ne pense pas que ce soit une bonne chose qu'il y ait cette concurrence. En revanche, si jamais il y a une concurrence, c'est comme sur tous les marchés. Enfin, c'est normal qu'il y ait des concurrences, c'est normal qu'il y ait des gens qui se lancent. S'ils créent des emplois et si en plus à côté ils ont un impact social qui est le même que le nôtre, au final, aujourd'hui il y a pas mal de gens qui nous demandent oui, j'aimerais lancer Goodit dans mon pays, etc. Et voilà, il y a des Brésiliens qui nous ont appelés, il y a un Marocain la dernière fois aussi. Et voilà, on leur donne le truc, on leur donne des conseils parce qu'on va, déjà on serait des enculés si on le faisait pas. Mais voilà, on va pas se bloquer aujourd'hui comme ça. Mais est-ce que ça met aussi en péril, si tu penses de manière égoïste, ça met aussi en péril ton activité. Tu as quand même pris un risque en lançant cette activité, tu as arrêté tes études et puis tu t'investis beaucoup dedans. Donc, aujourd'hui, on est une entreprise, donc de toute façon, notre objectif, c'est de le faire mieux que les autres, en tout cas. Donc, essayer de le faire bien. Après, si jamais il y a des concurrents, c'est normal. N'importe quel marché a des concurrents, donc au pire, si jamais en plus ils ont un impact social derrière, tant mieux, quoi. Mais nous, on le fera mieux, c'est tout. Le message est clair. Voilà. Donc, par rapport à justement cette concurrence et cette ambition que tu as parlé de l'impact qu'avait Goodit aujourd'hui. Quelle est ton ambition pour le futur? Tu parlais de t'expandre à l'international. Quelle est la taille de l'équipe et comment tu comptes t'y prendre pour arriver à atteindre cet objectif? Aujourd'hui, on a commencé, on était 3 potes. C'était au tout début, le site n'était même pas encore lancé, c'était en première, donc c'était il y a... Non, c'était il y a plus longtemps pour vous que pour moi, mais c'était il y a quand même pas mal de temps. Et ensuite, eux ont décidé de continuer leurs études, donc du coup j'étais tout seul. Et ensuite, j'ai rencontré Thomas et Tristan, qui sont développeurs et designers. Du coup, voilà. Donc du coup, on était 3. Puis ensuite, j'ai rencontré Michel, on était 4. Puis ensuite, Denis, on était 5. Ensuite, il y a Kevin, qui est qui est le product designer, qui est arrivé, donc on était 6. Ensuite, il y a 2 stagiaires, bon, ça compte à moitié. Quand même, quand même. On était 8 alors. Ensuite, il y a Manuel qui lui est le commercial qui est venu, on est 9. Il y a Fabrice et Thomas, on est 11. Et voilà. Et là, on va très rapidement augmenter, on devrait être 12 et 13 bientôt. Donc, voilà.
D'accord, mais du coup, ton ambition... Oui, l'ambition, clairement, ce qu'on veut, c'est voilà, essayer de faire un site internet qui marche, derrière, il y a des associations avec un compte rendu. En fait, ce qu'on essaie de faire surtout, je n'ai pas précisé, mais c'est d'essayer de donner des comptes rendus des actions qu'on fournit, ce que l'on ne trouve pas par les associations, etc., qui n'ont pas l'habitude de le faire aujourd'hui. Donc du coup, on essaie vraiment de garantir ces comptes rendus, et ensuite, c'est vraiment de s'étendre à l'international. Donc comme je disais, permettre à n'importe qui de faire un don gratuitement, aussi bien sur Goodid qu'à l'extérieur de Goodid. C'est la grosse nouveauté, c'est qu'en gros, ce qu'on veut, c'est plus que les gens viennent sur le site internet pour faire des dons, mais remplacer tous les espaces publicitaires du web pour en faire des dons. Voilà. Ok. C'est à peu près tout. D'accord. Du coup, cette ambition-là, tu l'as donc dans plusieurs pays, mais au niveau de l'impact que tu espères générer, c'est toujours difficile de mesurer un impact social, parce que là, par exemple, tu parles d'un nombre de dons, d'un nombre de repas, d'un nombre d'arbres plantés, mais c'est assez tangible, mais au final, c'est quand même difficile derrière de mesurer l'ampleur de ce que ça peut être. Et est-ce que, avec tes partenaires, justement, les associations auxquelles tu donnes, est-ce que tu essayes de faire un travail justement sur cette mesure d'impact, autant sur l'impact des dons que sur l'impact de l'accès aux dons? C'est quand même une thématique qui est un peu dans l'air du temps, mais qui tout de même peu développée et encore peu précise, parce que on ne peut pas mesurer un impact social comme on peut mesurer un seuil de rentabilité, etc. Du coup, de manière quantitative, bon, on sait qu'on a permis à 60 000 Français de faire des dons. On ne sait pas parmi eux qui pouvait en faire, qui ne pouvait pas. Bon, c'est très difficile à qualifier, quoi. Ensuite, de manière quantitative, encore, on a quelques chiffres. C'est les associations qui nous les fournissent. Par exemple, ce chiffre des 18 000 enfants, ou alors on a planté 145 000 arbres au Burkina Faso et en Éthiopie. Là, par exemple, lorsqu'on plante des arbres comme ça, on travaille avec une association qui s'appelle WeForest, qui est une association belge, et qui travaille avec les populations locales. Donc, ils plantent en leur apprenant à travailler la terre, etc. Et ce qui permet de créer des emplois en même temps. Donc, il y a un double impact, encore une fois. Par exemple, aussi avec le programme alimentaire mondial, et c'est un programme de cantine scolaire en fait qu'on finance. Donc là, c'est les parents qui envoient leurs enfants plus à l'école. On augmente la scolarité parce qu'ils savent que leurs enfants à l'école vont avoir un repas chaud. Donc du coup, on augmente aussi les taux de scolarité. Donc, et en plus, ils achètent aux producteurs locaux. Donc au final, il y a un impact économique, social, éducatif et en même temps humanitaire, puisque parfois les gens n'ont pas forcément accès à des plats à des repas en tout cas qui sont très nutritifs. Donc c'est très difficile à qualifier. Donc aujourd'hui, on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais c'est des informations qui nous viennent des ONG. Aussi, il faut savoir quand même, aujourd'hui, on a pris des grosses ONG, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, WeForest. Pourquoi est-ce qu'on a pris des grandes ONG, des grosses ONG? C'est parce qu'on voulait garantir le fait que l'argent était bien utilisé, qu'il n'y avait pas de soucis, pas de malversation sans aller jusque-là, mais que vraiment chaque euro était bien localisé. Après aussi, ce qui nous apportait de la crédibilité. C'est-à-dire qu'au tout début, on pouvait très bien se dire, ouais, c'est qui ces guignols? Est-ce qu'ils vraiment ils remboursent l'argent, etc. Lorsqu'on affiche un partenariat comme l'UNICEF ou le Programme alimentaire mondial, ça donne plus de crédibilité. Mais on s'est aussi tourné vers des petites associations qui, elles, ont un impact qui est beaucoup plus qualifiable, en tout cas on sait beaucoup plus. Par exemple, on a financé intégralement tout un projet toute une opération humanitaire au Cambodge. Donc là, c'était un cabinet dentaire mobile qui a fait le tour de Phnom Penh, qui fait le tour de Phnom Penh, donc la capitale, et qui soigne en une année 10 000 enfants et leurs familles. Et on a financé toute l'opération grâce à Goodid, donc grâce aux dons gratuits. Et là, on sait que le cabinet dentaire va tourner pendant 1 an autour de la capitale et va vraiment, normalement, en tout cas c'est l'objectif minimal, soigner 10 000 enfants et leurs familles. Donc, voilà. Leur famille, on ne sait pas exactement combien, évidemment, mais voilà. En tout cas, on essaie de faire mieux, quoi. Mais... D'accord, donc si j'ai bien compris, le fait de s'appuyer sur des associations locales, ça permet aussi d'avoir un impact vraiment qui peut être plus concret, plus tangible et plus implanté dans les territoires locaux. Mais en même temps, le fait de s'associer avec des associations qui sont plus globales, comme le Programme alimentaire mondial, est-ce que ça ne pourrait pas te permettre aussi, est-ce que tu ne pourrais pas t'appuyer sur ces associations pour t'expandre à l'international ? Si, effectivement aussi. C'est ce que je disais, elles nous rapportent beaucoup de crédibilité, aussi bien en France qu'aux États-Unis, parce que ce sont des ONG internationales. En revanche, l'association qui avait son action au Cambodge, c'était une association française qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. C'est une super asso, oui. Mais c'est vrai qu'elle est connue qu'en France, et c'est vrai que c'est plus difficile de s'étendre à l'international avec ce genre d'association. En revanche, c'est ce vers quoi on veut se tourner, des petites assos. Parce que, je ne vais pas vous apprendre les rendements d'échelle, mais c'est vrai que quand on donne 1 euro à une petite association par rapport au Programme alimentaire mondial, on sait que 7 euros, même si
s'ils sont tous les deux aussi bien alloués, il va être quand même beaucoup plus productif dans une association plus petite que dans une association plus grosse. En plus, en termes de qualification, tu disais qualifier le don, bah, on sait mieux à quoi va servir le don lorsque c'est une petite association que lorsque c'est une grosse. Voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, pour les donateurs de connaître plus sur l'association pour laquelle ils donnent et de s'impliquer, enfin de passer à l'étape d'après du don et de s'impliquer sur le terrain, par exemple, dans le cas d'une association locale? Ouais, bah alors ça c'est la V2 ça justement, enfin en tout cas oui, des informations là sur les associations, oui ils en ont directement, donc ils peuvent taper sur en savoir plus, et là dans ce cas ils ont plus d'informations sur les associations. Par exemple en ce moment on a un projet sur Ebola, enfin pour lutter contre Ebola en Sierra Leone avec Solidarité Internationale. Donc qui connaît Solidarité Internationale? Ah c'est cool déjà, enfin qui connaît l'UNICEF? Ouais, bon, ok, d'accord. Bah, c'est dommage parce que Solidarité Internationale, c'est vraiment une superbe asso et c'est vrai qu'ils ont 93% de leur budget qui est alloué aux actions qu'ils mènent sur le terrain. Du coup, ils n'ont pas beaucoup de budget communication. Du coup, on les connaît beaucoup moins que l'UNICEF, mais ils ont des superbes actions. Et c'est ce qu'on essaye de faire justement, donner de la visibilité aussi aux associations qui n'ont pas forcément de gros budget de communication pour mieux les faire connaître, leur donner de la visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux, auprès des jeunes surtout. Il y a un truc aussi, ouais. Normalement, c'est un chiffre, 60% des dons qui sont faits sur Internet sont faits par des personnes qui ont plus de 50 ans. Et sur Goodid, c'est 60% des dons qui sont faits par des jeunes de moins de 30 ans en fait. Donc du coup, on permet finalement aux jeunes de faire des dons, ce qu'ils ne faisaient pas avant, par souci financier, par manque de temps, ou peut-être par flemme, on sait pas, mais voilà. Je ne sais plus quelle était la question, je suis désolé. C'est pas grave. Mais du coup, est-ce que ces donateurs, enfin, est-ce que tu as des statistiques? Est-ce que tu sais si ces donateurs sont fidèles? Est-ce que c'est un business model qui est assez rentable? Ou est-ce qu'au contraire, tu dois à chaque fois partir à la conquête de nouveaux donateurs? En fait, aujourd'hui, en fait, je l'avais pas du tout vu. Alors, je vais le dire, peut-être que ça peut vous paraître bateau, j'en sais rien. Mais quand on crée une boîte, en fait, il y a vraiment deux façades. En quelque sorte, il y a la façade, celle qu'on montre sur le site internet, par exemple, ou alors sur la vitrine de votre commerce ou quoi que ce soit, et celle qui est en administratif derrière. Et en fait, comme j'ai lancé le site internet, j'étais un peu seul. Du coup, j'ai dû pendant 6 mois travailler tout l'administratif qu'il y avait derrière, donc structurer la boîte, donc engager ou pas. Aujourd'hui, il n'y a que 4 CDI, le reste c'est des freelances. Il y a plein de trucs comme ça, des choses qui peuvent paraître trouver des fonds aussi, trouver des investisseurs, etc. Ce qui prend énormément de temps. Donc du coup, j'ai pas fait la chasse aux utilisateurs pendant ce temps. En revanche, ouais, il y a plus de 80% des personnes qui sont venues une fois qui sont revenues. Donc ça, c'est notre taux de rétention. Et à côté de ça, on a sur 60 000 utilisateurs inscrits, il y en a 20 000 qui reviennent tous les mois. Donc ça fait un tiers. Enfin, c'est pas si mal que ça. Donc la prochaine étape, c'est Goodid en page d'accueil pour tous les utilisateurs. Voilà, pourquoi pas, ouais, carrément. Non mais il y a beaucoup de gens qui ont mis aussi je sais même pas comment on dit, dans leur favori quoi, ce qui leur permet en un seul clic d'aller sur Goodid et voilà. Donc avant il y avait 60% de notre trafic qui venait de Facebook. Parce que Facebook est un super accélérateur pour vos sites internet. Enfin, je pense que vous le saurez très bien. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une transition et qu'il y a eu un passage de Facebook à directement donc ce qu'on appelle le trafic trafic organique, je crois. Je sais plus exactement. Enfin bref. Et les gens tapent directement Goodid dans leur barre de recherche, ce qui est génial pour nous parce que ça veut dire que les gens ont pris le réflexe et viennent maintenant sur Goodid sans forcément y penser, donc c'est revenu un réflexe. Et ce qui est génial, c'est que c'est devenu un réflexe, mais ça veut dire que le don est devenu un réflexe. C'est pas Goodid, on s'en fout au final. Mais genre, les gens viennent faire un don de manière assidue tous les jours pour une bonne cause, quoi. Donc c'est stylé, c'est cool. C'est stylé. Alors moi, du coup, j'ai une autre question, mais qui n'a pas forcément grand-chose à voir. C'est plus par rapport au flux financier de ton entreprise. Parce que tu dis sur ton site internet que 100% des dons sont reversés à des associations. Comment tu fais toi pour rémunérer une équipe, même si, comme tu dis, il n'y a que 4 CDI, il y a quand même de l'argent à générer. Et puis, c'est une entreprise sociale, certes, mais c'est quand même une entreprise qui doit faire du profit pour se développer. Comment ça se passe ? J'ai pas encore réfléchi. Non, en fait, aujourd'hui, jusqu'à encore 6 mois maintenant, on avait le statut d'association. Donc c'était beaucoup plus facile pour gérer les flux. On attrapait de l'argent et on le renvoyait. Donc c'était pas compliqué. J'étais tout seul, donc du coup, j'avais pas le temps de m'occuper de faire autre chose. Il y avait énormément de choses à gérer entre chercher des utilisateurs, etc., des contrats publicitaires, aller démarcher des associations. Et ensuite, après, on a pris donc le statut d'SAS.
Et là, on a accueilli en fait un investisseur donc, qui a investi dans notre entreprise pour justement financer les premiers CDI, les premiers emplois, le matériel, une campagne de communication aussi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est comme ça qu'on vit à terme. Donc à terme, enfin c'est même pas à terme, c'est dans 2 mois. Mais c'est bien à terme, ça fait. Et on prendra en fait 20% des budgets publicitaires qu'on négocie pour financer l'entreprise, pour réinvestir, etc. Et on reversera 80% des budgets publicitaires qu'on a négociés aux associations. Donc voilà, c'est une marge qu'on prend dessus. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, ce sera la même chose, enfin, potentiellement, ce sera la même chose dans chaque pays auquel vous vous implanterez, parce que Voilà, j'imagine que exactement. ça dépend aussi de la législation, potentiellement. Non, en tout cas, il n'y a pas de problème de législation de ce côté-là, en revanche. Mais par contre, on fait un test en France. Normalement, le business model est, c'est un business model qui marche. Oui, ça marche. En tout cas, aujourd'hui, si jamais on avait déjà appliqué le calcul, on serait déjà rentable. Donc du coup, c'est pas approuvé, quoi. Mais voilà, on veut le répliquer à l'échelle internationale. Et puis après, l'objectif, c'est de baisser les 20% à 10, puis après 5 si jamais on peut, puis ensuite le moins possible pour essayer soit de permettre de reverser plus, soit le laisser à 20%, essayer de réinvestir dans de nouveaux services, dans de nouveaux outils qui permettront de faire plus de dons, etc. C'est tendre comme ça. Ok, beau projet. Alors du coup, moi, je souhaitais juste revenir une dernière fois sur les parties prenantes, parce que c'est aussi le thème du festival, c'est entreprendre ensemble, entreprendre à plusieurs. Tu le disais déjà en début d'intervention, au final, tu avais quand même entrepris avec beaucoup de personnes, tu avais un mentor, il y avait des personnes qui étaient là pour te conseiller, et tu t'appuies aussi sur les associations auxquelles tu donnes. Du coup, pour toi, est-ce que le fait d'entreprendre socialement, ça te... Je reformule ma question parce qu'elle n'est pas claire. Est-ce que tu as d'autant plus besoin d'entreprendre à plusieurs et d'avoir des parties prenantes et des partenariats forts quand tu entreprends socialement? Est-ce que ça t'aide au niveau de l'impact d'avoir des réels partenariats? Nous, sans association, de toute façon, on aurait pu aider personne. Donc, de toute façon, on voulait travailler avec des associations, on travaille pour elles. Donc, dans l'idée, oui. Après, moi, en l'occurrence, je pouvais pas travailler tout seul non plus parce que je sais rien faire, quoi. Donc, du coup, clairement, si jamais je devais faire les trucs tout seul, je ferais pas grand-chose. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai essayé de leur faire confiance. Ça a bien marché. J'ai eu de la chance. Et puis ensuite, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment des opportunités qui arrivent. Il n'y a aucun principe. Je me suis pas dit un matin, putain, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et hop, ça a marché. C'est vraiment, hop, putain, il s'est passé ça, waouh, c'est génial. Peut-être que ce mec, je peux l'appeler aujourd'hui, ça va bien se passer, etc. Oh, il veut travailler avec moi, bon, c'est cool, on va travailler ensemble. Et voilà, je me suis fait un petit monologue comme ça, voilà, c'est vraiment. Non, je sais pas si entreprendre socialement veut dire qu'il faut travailler plus avec des gens, parce que j'ai pas encore entrepris autrement. En tout cas, ça Mais, l'est dans ton cas. ouais, en tout cas, ça l'est dans mon cas. Ouais. Et moi, ça m'a bien aidé, quoi. Après, ce que je regrette, c'est de pas avoir de cofondateurs, de personnes avec qui travailler. Il y a de plus en plus de startups qui se montent aujourd'hui à plusieurs, quoi. Moi, je suis tout seul parce que j'ai pas eu la chance de trouver. Et puis parce que j'étais jeune aussi, donc du coup, c'était plus difficile de trouver des mecs de 19 ans prêts à arrêter leurs études pour se lancer dans un projet. Mais voilà. En tout cas, oui, il faut vraiment pas. Voilà. Enfin, si vous avez des gens à qui faire confiance, faites-le. Hein, ça peut vous apporter des choses bien. Voilà. Beau message. Ouais. Du coup, pour mettre ça en parallèle, on peut peut-être appeler l'équipe de Carotte Mob Grenoble, parce que Carotte Mob Grenoble s'appuie aussi beaucoup sur des partenariats. Je pense qu'ils vont vous l'expliquer dans leur manière de fonctionner. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre ? Désolé, le projecteur ne marche pas, mais je pense que vous allez pouvoir nous expliquer ça. Vincent, tu peux rester assis. D'accord. Je suis très bien Super. debout. Parce qu'on comptait vous présenter une chouette vidéo pour vraiment expliquer ce que c'est qu'un carotte mob. Mais bon, malgré tout, on va utiliser des jolis mots pour s'exprimer. Nous deux, nous appartenons à la GP Carotte Mob. Donc, c'est la 3e édition. Et nous sommes heureux de faire cette GP-là. Je laisse Ahmed présenter rapidement le principe d'un carotte mob.
Alors justement, nous sommes membres de cette GP, c'est à ce titre que nous tenons à présenter ce mouvement Carotte Mob, mais avant d'aborder la présentation de ce mouvement, est-ce que l'un d'entre vous sait déjà de quoi il s'agit? Allez-y, des idées, allez-y. Non? Assez hésitant, hein. C'est Hésitant. pas sûr alors. Bon, c'est pas grave, je me lance alors du coup. Le principe du Carotte Mob est très simple. Vous savez déjà, de manière générale, que les entreprises sont très souvent désintéressées des considérations sociétales et écologiques. Bien souvent, comme on l'avait appris, leur finalité principale est de faire du profit. Le principe du Carotte Mob fonctionne à partir du principe inverse. À partir du principe inverse. Ça marche toujours. Le principe inverse du boycott. C'est-à-dire, au lieu de se désister de certaines entreprises pour la politique, pour telle ou telle autre politique qu'ils mènent, on va plutôt choisir de s'intéresser de manière assez spécifique à une entreprise pour l'encourager à réinvestir une partie de ses bénéfices pour des considérations justement écologiques ou sociétales. Alors, justement, ces entreprises vont être amenées à collaborer avec des carottes mobbers. Ces carottes mobbers seront chargés, du coup, de communiquer autour d'un événement qui sera créé dans cette entreprise. Et leur but sera de générer le plus de chiffre d'affaires pour le jour J de l'événement. Donc c'est un événement qui a été créé pour la première fois à San Francisco, ville qui aujourd'hui met en place énormément de normes environnementales pour éviter le gaspillage, etc. Par exemple, on peut avoir une amende si on a mal trié ses déchets dans sa poubelle. Et donc le Carotte Mob, c'est un concept qui a été donc importé des États-Unis en 2008. Et donc pour donner des exemples concrets, un Carotte Mob, on rassemble un maximum de consommateurs dans un commerce et ensuite on lui demande en partie de consacrer une partie du bénéfice réalisé ce jour-là pour une mesure environnementale. Pour faire simple, imaginons que ce soit une grande surface. Ce serait par exemple de ne plus utiliser des sachets plastiques, mais plutôt des sachets en carton recyclables. Voilà. Et pour vous donner un exemple encore plus concret, le fondateur même du mouvement Carotte Mob, qui s'appelle Brent Schulkin, qui avait créé justement le mouvement Carotte Mob, comme l'avait dit Alexandre, en 2008 à San Francisco. Il avait sollicité bon nombre de commerçants qui se situaient justement à San Francisco. Et là, il avait lancé une espèce d'enchère. Une enchère par rapport au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé ce jour J, le pourcentage qui sera reversé ensuite pour des raisons écologiques. Et là, les enchères montaient de 10%, 15%, 18% jusqu'à atteindre 22%. Et justement, ce mouvement Carotte Mob a été importé en France par Florian Guillaume, que nous remplaçons aujourd'hui. Voilà, exactement. Et du coup, dans le cas de Carotte Mob, c'est aussi une vraie relation partenariale dans le sens où le mouvement existe de par sa relation avec les différents commerces, les différents bars, les différents restaurants qui participent à l'opération. Donc à Grenoble, par exemple, ce sera le cas bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors au tout début, la première édition, c'était dans un magasin de thé. Ensuite, l'année dernière, c'était au Carrefour Market situé à Cours-Jean Jaurès. Et cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce sera au Sun Valley, donc le 18 avril, une des dates à retenir ce soir. Donc le 18 avril au Sun Valley. Et voilà tout. D'accord, donc vous avez déjà, j'imagine que vous avez travaillé avec ce partenaire pour essayer d'établir quels allaient être les critères de l'intervention, quelle partie du CA allait être reversée, pour quelle action ? Effectivement, nous avons vu avec notre partenaire, le Sun Valley, et pas qu'avec le Sun Valley, justement, avec d'autres partenaires, mais je pense que nous n'en dirons pas plus. Justement, et ce partenaire sera amené à modifier sa politique au niveau de la gestion des ressources, par exemple, les ressources matérielles, pour être plus en harmonie avec les considérations écologiques. D'accord. Oui, ça marche, je pense.
D'accord, bah écoutez, merci pour ce beau témoignage. On peut peut-être passer aux questions de la salle, si quelqu'un en a, autant pour Vincent et Goudit que pour l'équipe Carotte Mob. Je dois juste répéter la question pour que tout le monde entende. Donc Hugo posait la question de savoir que tu avais apparemment 19-20 ans. Et du coup, comment tu faisais pour gérer une équipe d'une douzaine de personnes qui sont plus grands que toi en taille? Non, pas en taille. Alors, en fait, j'ai fait ça de manière graduelle, j'ai pas fait exprès, hein, mais au tout début, j'ai commencé avec Tristan et Thomas. Donc Tristan, il est pas beaucoup plus vieux que moi, il avait 24 ans. Et Thomas en a 28 maintenant. Et puis ensuite, il y a Michel qui est arrivé, lui avait 32 ans, et il a fait 7 ans chez HTC, donc c'est quelqu'un qui a un gros bagage quand même. Et je peux pas dire que je les manage, hein. Enfin, c'est juste que on parle, c'est moi qui prends la décision à la fin, mais je les écoute. Fabrice, lui a 52 ans, il a fait HEC. C'est moins rigolo aussi. Je peux pas lui dire non, bah écoute, c'est pas comme, enfin si, je peux lui dire que c'est pas comme ça que ça se passe, mais je veux dire, c'est pas vrai. Je suis pas un manager ou quoi que ce soit. Ça se passe pas comme dans n'importe quelle boîte où je dis non, c'est pas ça. C'est vraiment, de toute façon, c'est ça l'esprit d'une startup aussi, c'est qu'on essaye de collaborer. C'est pas des travailleurs, c'est des collaborateurs. On prend des décisions ensemble. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est à peu près ce que j'essaye de faire. Je serais pas capable de dire à quelqu'un ouais, tu fais ça comme ça et tu fermes ta gueule, quoi. Enfin, voilà. Et je suis en train d'apprendre, enfin j'ai 19 ans comme tu le vois, enfin comme tu l'as dit, et c'est vrai, et je suis en train d'apprendre, hein. Après c'est vrai qu'il y a plein de choses, tu me peux poser la question, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Je veux dire, peut-être que dans 3 ans j'aurai un peu plus de recul sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais aujourd'hui je sais absolument rien de ce qui est en train de se passer, j'ai même pas eu le temps d'analyser ce qui me passe, enfin, voilà, donc voilà. Donc du coup voilà, ça se fait sur le tas. D'autres questions peut-être? Alors la question est, je répète, Arthur et Hugo ont créé une association de microcrédit. Est-ce qu'ils peuvent espérer des ressources de Goodid? Merci Arthur et Hugo. Vous connaissez Babylone, je suppose, ou Kiva? On a déjà essayé de mettre un truc en place avec Babylone, enfin on s'est déjà parlé, etc. Il en était question pour l'année 2015. Après c'est vrai que nous aujourd'hui on a beaucoup de travail sur d'autres, on a vraiment d'autres priorités dans le sens où il y a tout un aspect technologique, il y a toute une deuxième version à développer, etc. Donc aujourd'hui ça va être un peu compliqué, mais sachez que c'est vraiment dans notre esprit. À un moment on parlait des 20% qu'on prend pour se développer. Ce qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a aussi 20% en plus. Aujourd'hui il ne s'est rien passé, hein, mais dans un an ce qu'on aimerait faire c'est qu'on laisse 20% qui ne vont pas à l'association mais qui restent à l'utilisateur, et l'utilisateur les a en tant que points, en tant que crédit en fait, et il peut décider, au lieu de les donner à une association, de les donner à une entreprise sociale, ou alors comme sur Babylone ou ce que vous voulez faire, un microcrédit. Donc imaginons, je sais pas, une conglomération de 100 personnes qui ont fait des dons sur Goodid, qui ont chacun quelques points, les prêter à un, comme ce que vous faites. Enfin, je sais pas, aujourd'hui vous travaillez avec quels acteurs Oui, ouais. Avec Entrepreneurs du Monde. Ok, d'accord. Donc, ah, ok, d'accord. Non, non. Avec Renaud Doucy ou... Je connais pas. Ouais. Bah oui, parlons-nous après, ouais, carrément. Mais voilà, mais en tout cas, ouais, on avait cette idée aussi en tête. Avec plaisir, oui, on pourra voir. Ouais. Merci. D'autres questions? Merci. Donc j'ai 2 questions pour Carotte Mob. La première, je ne sais pas si j'ai raté l'info. Comment est-ce que Carotte Mob se rémunère? Parce que j'ai bien compris les parties prenantes. Donc par exemple en supermarché, des personnes qui vont venir exprès pour l'événement. Donc vous au milieu qui êtes intermédiaire, comment est-ce que Carotte Mob se rémunère? Et la seconde question, j'ai cru comprendre que vous faisiez une GP. Donc gestion de projet à GEM, c'est ça? Un peu plus comprendre dans ce cadre de cette GP, pourquoi Carotte Mob a fait... Pardon, je recommence. Est-ce que tout Carotte Mob est fondé sur cette GP, ou bien il y a un organisme Carotte Mob qui a recours à des étudiants de GEM via la GP? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites plus exactement? Donc je vais prendre la première question. Est-ce qu'on est rémunéré?
Non, nous ne le sommes pas. C'est juste qu'une partie est dédiée à cette action environnementale. Mais sinon, nous, de notre côté, je veux dire, même si on recevait des outils de communication de la part de Carotte Mob, ces outils-là sont financés par des dons, mais pas, on ne prend pas une partie sur le chiffre d'affaires réalisé le jour de l'événement. Alors, est-ce que je peux juste reprendre ta question parce que du coup... La deuxième question, c'était pour comprendre un peu mieux ce que vous faites en tant que gestion de projet de GEM par rapport à Carotte Mob. D'accord. Alors... Alors, justement, cette GP a été proposée en début d'année pour les premières années par deux associations à l'école, que sont la JAI et Impact. Et à partir de cette GP, nous, étudiants en première année, nous avons été amenés à nous organiser en fonction de différents pôles pour mieux nous coordonner au niveau du travail. Mais sinon, il s'agit simplement d'une organisation de GP qui serait tout à fait similaire à une autre GP. Simplement, notre GP, comme elle est axée sur le mouvement Carotte Mob, ça ne nous empêche pas, bien sûr, de prendre contact avec des associations de Carotte Mob en France, par exemple, pour avoir soit des conseils, soit des aides en tout genre. Je te pique ton micro pour vous remercier tous les trois pour vos témoignages, puisque apparemment tout le monde sait tout sur Goodid et sur Carotte Mob maintenant. Donc merci beaucoup et puis bonne continuation à vous trois.